Alors, nous avons le plaisir de recevoir Madame le professeur Jihan Asfara, neurologue, professeur à l'université Mohamed VI de Casablanca et praticienne à l'hôpital Cheikh Khalifa. Elle va nous entretenir du déficit moteur en général et de la conduite à tenir face à un déficit moteur. À vous la parole, docteur. Voilà. Merci beaucoup. En fait, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un honneur d'être parmi vous. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est des choses, je ne vais pas vous enseigner, je ne suis pas là pour ça. Vous entendez? En principe, normalement, ça devrait marcher. Donc, en fait, je ne suis pas là pour vous enseigner. Vous savez énormément de choses. On va juste cadrer un peu les choses de manière à ce que vous ayez rapidement le réflexe de comment je vais justement me conduire devant en fait, un déficit moteur de façon générale. Donc, on va commencer par le commencement, notamment l'examen neurologique. Alors moi, j'ai un patient qui arrive, il dit qu'il a une lourdeur quelque part. J'ai une lourdeur du membre inférieur, j'ai une lourdeur de toute la moitié du corps, et donc c'est un hémicorps. J'ai une lourdeur des deux membres inférieurs ou j'ai une lourdeur des membres supérieurs. Donc je suis devant un déficit moteur. À ce moment-là, il va falloir que j'évalue déjà la marche du patient. Donc je vais lui demander de marcher spontanément, je suis en train d'observer. Ou moi, ce que je préfère en fait, après c'est un avis, c'est que je demande, en fait, je sors chercher le patient généralement quand il s'agit de consultation et je lui demande en fait de rentrer à la salle. Parce que des fois, quand on demande au patient de marcher devant nous et on est en train de l'observer, il va commencer à simuler. Et à ce moment-là, vous allez avoir droit à tout le type de marches que vous connaissez, de la boiterie, mélangée avec un peu de fauchage, etc. Donc, je vais lui demander aussi de marcher sur une ligne droite parce que je dois chercher est-ce qu'il y a des troubles de l'équilibre associés à ce déficit moteur. Et puis, la marche sur la pointe des pieds pour détecter s'il y a une atteinte de quoi? Quand je vais lui demander de marcher sur la pointe des pieds. Tout à fait. Donc, une atteinte du sciatique. Et le contraire, sur les talons, c'est une atteinte L5. Donc, je vais lui demander de faire un appui monopodal. Les gens qui viennent, en fait, vous voyez qu'ils marchent quand même. Et ils vous disent, j'ai un déficit du membre inférieur et je suis en train de traîner mon pied. Je lui ai demandé de faire un appui monopodal. Et je compte les 10 secondes pour voir est-ce qu'effectivement le déficit moteur est là ou pas. Est-ce que le patient il est en train de simuler ou c'est un vrai déficit. De toute façon, il va falloir prendre au sérieux nos malades. On ne va pas se dire qu'il les simule. Il va falloir qu'on aille jusqu'au bout pour pouvoir justement détecter s'il y a un... Alors, je vais aussi étudier le demi-tour, toujours dans le cadre des troubles de l'équilibre, etc. Et bien sûr, évaluer la force musculaire. Alors, on va s'amuser à voir des petites vidéos. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. Alors, à votre avis, c'est quel type de marche? Regardez bien. Qu'est-ce qu'il fait le patient? Qu'est-ce qu'il dessine? C'est demi-cercle et c'est un fauchage. Et généralement, en fait, ce déficit moteur, on le voit souvent dans les atteintes pyramidales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient il a un déficit très probablement du membre inférieur. Et si vous avez remarqué, là, en fait, c'est pas ça. Je vais repasser la vidéo. Hop. Si vous remarquez, en fait, sa démarche, mais aussi son membre supérieur. Vous allez voir que le membre supérieur, il est un tout petit peu fléchi. Voilà. Ce qui témoigne qu'en fait, il a un déficit moteur très probablement du membre supérieur aussi. Donc le membre supérieur gauche, le membre inférieur gauche. Donc ce déficit moteur, il est hémicorporel, d'accord, avec en fait une prédominance de l'hypertonie sur les fléchisseurs du membre supérieur et sur les extenseurs du membre inférieur. C'est la raison qu'il n'arrive pas à fléchir. Donc il est obligé de dessiner des demi-cercles avec son membre inférieur, ce qui fait que mon patient, il a un déficit hémicorporel. Rappelez-vous de ça parce qu'on va le voir en détail. Ça, c'est notre copain. Et là, en fait, si vous voyez, bon, là, ils ont déjà mis le diagnostic. Donc là, vous voyez que c'est un steppage. En fait, c'est un déficit de la dorsiflexion. C'est-à-dire que le patient, il a un pied tombant. Et à chaque fois, il est obligé de lever le genou pour ne pas traumatiser les orteils. D'accord? Donc,
Si vous regardez très bien, je vais analyser la position du genou, vous voyez, et la position du pied. Le pied, il est en bas. Donc, il step. Donc, très probablement, je suis devant une atteinte périphérique. Périphérique, puisqu'elle est distale. Puisqu'en fait, le pied, il est en bas. Vous vous rappelez l'hémiparésie? C'est généralement une atteinte centrale. D'accord? Ça, je ne vous apprends rien. Vous savez très, très bien tout ça. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais essayez quand même de regarder. Est-ce que la marche est normale? Est-ce qu'il s'agit, comme on a vu tout à l'heure, d'un fauchage, ou plutôt d'un steppage, ou c'est autre chose? Comment elle marche, la patiente? Elle traîne un petit peu le pied, pas vraiment, mais on a l'impression, est-ce que sa marche, elle est équilibrée? Déjà. Donc déjà, on peut parler d'une marche ataxique. Ça, c'est le grand chapitre. Après, dans l'ataxie, qu'est-ce qu'il y a généralement? C'est soit le vestibule, je vais dévier. C'est soit, en fait, ma sensibilité profonde qui me renseigne là où il y a mes articulations. Et je perds cette sensibilité à ce moment-là. Je tape mon talon avec le sol parce que je n'ai plus cette sensibilité qui va me renseigner où est-ce qu'ils sont mes talons par rapport au sol. Donc, je suis obligée de passer par la sensibilité superficielle et de taper mon talon avec le sol. Donc, je suis obligée de faire ça. C'est ce qu'on appelle, pas un steppage, mais une marche talonnante. D'accord? Donc, et puis, il y a l'ataxie qu'on voit dans le syndrome cérébelleux qui élargit le polygone de sustentation. Il a l'intention, il ne veut pas faire ça, mais il le fait obligatoirement. Il va dévier tantôt à droite, tantôt à gauche. Donc, déjà dans cette marche, est-ce que ça correspond à une vestibulaire qui est déviée? A priori, non. Elle n'était pas en train de dévier. Je vais juste vous reprendre la vidéo. Voilà. Alors, à votre avis, je vous ai un peu soufflé. Donc, vestibulaire, on n'a pas trop l'impression. Cérébelleuse, pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est notre fameuse marche talonnante. Donc, si vous regardez, c'est les talons. C'est pourquoi... Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait, en fait, j'ai enlevé, mais ça marche pas. C'est l'écran qui a... Je l'ai mis. Je vais mettre un... C'est un problème d'écran. Non, c'est l'écran, machin. De toute façon, nous allons continuer. En fait, cette patiente-là, si vous avez vu, en fait, c'était une marche déjà qui est ataxique, qui n'était pas bien équilibrée. Donc déjà, moi, quand je regarde mon patient, je vois, est-ce qu'il a une marche ataxique ou pas? Est-ce qu'il a une marche qui est équilibrée ou pas? À ce moment-là, quand elle est ataxique, on a les trois éventualités. Soit c'est le cervelet, soit c'est mon oreille, soit c'est ma coordonale postérieure. Donc à ce moment-là, je vais stepper. Quand c'est un syndrome cérébelleux, je vais élargir mon polygone de sustentation. Et quand j'ai un problème vestibulaire, ben à ce moment-là, on va... Donc en fait, si c'est une vestibulaire, c'est quelqu'un qui va dévier vers le vestibule qui est atteint. J'aurai besoin de mes vidéos, sinon je ne vais pas pouvoir avancer. On est désolé, madame. Non, non, c'est pas grave. Il fallait que la pente tombe sur vous. C'est un jour de poisse aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une véritable paralysie, mais un déficit moteur. Non, mais franchement, je vais vous raconter une anecdote. Il va falloir que je raconte. En effet, je suis désolée. J'ai raté le vol hier et on a dû prendre la route. Donc, j'avais le vol à 22h55. On est arrivé 4 minutes avant et on nous a refusé en fait, d'être embarqués. Du coup, on a pris la route. On est arrivé à 4h30 du matin à peu près. On a dormi 1h30. On a quand même essayé de faire le truc de la simulation. Il y avait une dame qui a fait un petit malaise et du coup, on a dû arrêter là. Donc là, franchement, s'il vous plaît, portez-vous bien.
Portez-vous bien, je ne vais pas avoir un autre malaise ici. Alors, Mandy Mansell, que vous êtes une battante pour surmonter tout cela. J'essaie de tenir le coup quand même. Hein? Je me débrouille toute seule. C'est bon, je crois que c'est bon. Je crois que je vais passer sur celui-là. Alors, on a vu la selle du steppage. Et là, en fait, c'est tellement évident que je suis sûre que vous allez pouvoir reconnaître. C'est le Parkinson. Donc, en fait, une marche à petits pas. Donc, le thorax, il est un peu courbé en avant. Et vous avez le fameux tremblement de repos du membre supérieur droit. Il faut dire que c'est un état qui est assez avancé parce que vous pouvez avoir juste une marche avec une diminution du ballon. C'est-à-dire que le patient vient vous voir. Il a quelques tremblements, mais en marchant, vous avez l'impression qu'il marche normalement. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher. Alors, je vais un peu simuler. Alors là. Oh. Non, Alors, si ça s'associe à des tremblements de repos, ne me faites plus ça. Du coup, je vais avoir la force du La prochaine fois, jusqu'à présent, ça va. Non, mais ça ira. Donc, en fait, si on a un petit tremblement de repos, en fait, vraiment, ça devrait être de repos. À ce moment-là, on est déjà dans le diagnostic de Parkinson. Et vous savez, parce que qu'est-ce qu'ils nous disent, nos patients? Ils ne viennent pas nous dire, écoutez, monsieur, j'ai un tremblement de repos avec une diminution du ballon. On aimerait bien avoir ça. Mais non, ce n'est pas la vraie vie. Il vient vous dire, et généralement, on tombe dans le piège. Dans notre tête, il y a une hémiparésie peut-être qui s'installe. Donc, je dois faire une IRM cérébrale. Je dois chercher s'il y a un AVC ischémique, s'il y a une tumeur, s'il y a quelque chose, un processus qui occupe l'espace, qui me fait que j'ai toute la moitié du corps qui est atteinte. Or, si on examine un tout petit peu, on va voir que c'est une lenteur de l'exécution du mouvement. C'est ce qu'on appelle l'akinésie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le mouvement aussi rapidement, on va l'avoir, mais c'est un mouvement qui est trop lent. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis fait piéger par rapport à une patiente. Mais l'anecdote, c'est quand on a fait l'IRM cérébral, on a trouvé un petit AVC tout petit en frontal gauche qui expliquait son déficit un peu à droite. Donc, comme quoi, en fait, il n'y a pas de mal en fait, à se tromper au tout début. Il faut juste ne pas annoncer le diagnostic, ne pas trop se mouiller, demander aux patients de revenir, là où vous êtes mieux réveillés, mieux qu'aujourd'hui en tout cas. Et à ce moment-là, vous reprenez vos diagnostics. Il n'y a pas de mal à ça. Même nous, on se trompe. Même nous qui faisons que ça. Alors que vous êtes des médecins généralistes, vous êtes des super méga champions parce que vous devez tout maîtriser. Et là, je tire mon chapeau bas pour vous. Franchement, vous le méritez. Merci. Merci. Je vous assure, c'est du fond du cœur, je vous assure. Ça remonte le moral. Non, mais vous devez avoir un bon moral. Alhamdoulilah, on a de très très bons généralistes chez nous. Très bien. Donc là, en fait, je passe à la diapo. Et là, ça me rappelle mon service, là où j'ai fait mes études à Rabat, à l'hôpital de spécialité de Rabat. Donc là, c'est une patiente qui était suivie chez nous. Alors, je ne sais pas si vous avez pu remarquer qu'est-ce qu'il y a. Regardez, on va s'amuser à lui demander de marcher sur une ligne droite qui n'était pas une très très bonne idée parce qu'il y avait le risque de chute, surtout qu'il n'y avait personne autour d'elle. Donc si vous voulez, chez un patient qui a un problème d'équilibre, lui demander de marcher sur une ligne droite, il faut se positionner autour de lui, donc en mettant les bras pour qu'il ne tombe pas. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quel type de marche? C'est une marche ataxique, ça c'est évident. Après, pour le détail, cérébelleux, excellent. Donc, vous avez l'élargissement du polygone de sustentation. Et si vous voyez, en fait, là, on va essayer de faire le Ramberg. Si on s'approche un peu plus, on va avoir ce qu'on appelle la danse des tendons. Dans un syndrome cérébelleux qui est tout débutant, quand on demande au patient de joindre les deux pieds, il va essayer de contracter ses jambiers antérieurs. D'accord? Et vous allez avoir les extenseurs qui vont être contractés. Il essaie à chaque fois de corriger. C'est ce qu'on appelle la danse des tendons.
Et c'est ce qu'on voit dans un syndrome cérébelleux où normalement, vous n'avez pas de déficit moteur. Le patient, il va vous dire, j'ai une lourdeur, j'ai ça, mais il faut absolument examiner le patient. Donc, elle a élargi un peu le polygone de sustentation et elle a décomposé son demi-tour. Ça veut dire quoi? Moi, en tant que normal, enfin j'espère, je vais faire mon demi-tour rapidement. Alors un cérébelleux, comment il va pouvoir faire? Il va faire le demi-tour sur plusieurs étapes. Parce qu'il a peur de tomber, parce que sa marche, elle est ataxique. Excellent. Donc, on continue pour ne pas trop tarder. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une marche ataxique, c'est un grand chapitre. Et dedans, on a le cérébelleux, on a le vestibulaire, s'il dévie, et on a l'ataxie qui est proprioceptive. C'est quand il y a un problème de sensibilité proprioceptive, notamment cordonale postérieure, c'est que je n'ai plus de renseignements où sont mes articulations dans l'espace. Si, par exemple, je ferme mes yeux, je lève ma main, même sans contrôle visuel, je sais que ma main est fléchie à 90 degrés, qu'elle est à un niveau de ma tête, sans avoir le contrôle visuel. Quelqu'un qui a perdu la sensibilité profonde, il est obligé de contrôler visuellement. Quand il ferme quand il ferme les yeux, il n'arrive plus à localiser ses membres. Donc notre patient, il vous a un peu soufflé ce qu'il a. Donc du coup, je vais reprendre la vidéo. Hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une marche qui est comment? Normale, ataxique. Ataxique déjà. Regardez, il a tendance à tomber, il a décomposé son demi-tour. Et quand même, il marche un peu avec élargissement du polygone de sustentation. Donc ça vous fait quoi? C'est un syndrome cérébelleux qui est un peu plus évolué que la fille de tout à l'heure. Donc, on va lui demander de faire les manœuvres de coordination, effectivement, pour voir est-ce que le patient, il va... Donc, le Ramberg, mais il n'a pas pu joindre les deux pieds, c'est juste que la dame n'a pas pris les pieds. Donc, si vous voyez, il y a des troubles de la coordination qui, en fait, signent son syndrome cérébelleux. Et dans le syndrome cérébelleux, comme on a dit, pur, il n'y a pas de déficit moteur. On continue. Alors, ce patient-là, il a une marche qui est, évidemment, elle est ataxique, puisqu'en fait, il a besoin d'une aide pour pouvoir se déplacer. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il dévie? Est-ce que, dans le demi-tour, déjà, il est décomposé? Et là, je vais lui demander d'aller faire les manœuvres de coordination pour que je sois tranchée. Et à ce moment-là, en fait, déjà, quand vous voyez le chef en train de trembler comme ça, on est déjà orienté vers quelque chose de cérébelleux. Et là, la coordination, ça va devenir un peu plus évident. Regardez. Vous voyez? Alors, l'anecdote rapidement de ce patient-là, c'est qu'il était venu, on lui pose la question, est-ce que vous avez des cas similaires dans la famille? Absolument rien, personne. Non, je suis le seul qui est touché. Donc, on fait toutes les investigations que vous imaginez. Dernier jour, on lui dit, écoutez, monsieur, on n'est pas arrivé à avoir un diagnostic, mais on va vous suivre. Alors, il nous fait... je voulais juste vous dire que mon cousin, c'est ce qu'on lui a dit la dernière fois. Comment ça, votre cousin? Ben oui, parce qu'il y a mon cousin, il y a mon frère, il y a mon machin truc, il y a mon oncle, tout le monde a un syndrome cérébelleux. Il fallait dire ça dès le départ. Parce qu'en fait, c'était une forme familiale. C'est une ataxie de Friedreich, qui est en fait une atteinte héréditaire qui va toucher pratiquement tous les garçons. Donc, il aurait pu nous épargner et l'effort et en fait l'argent qui a été. Mais nous, en tant que Marocains, généralement, en fait, les patients, je ne sais pas pourquoi ils font ça, ils cachent leur dossier. Ils ont vu un médecin, il a posé le diagnostic, mais ils cachent le dossier. D'ailleurs, la dernière fois, je lui ai demandé de ramener le dossier. Il m'a dit, j'étais comme ça. Je lui ai dit, monsieur, votre maladie, elle est évolutive. Donc, j'ai besoin, en fait, de votre examen. Alors, allez-y, lui changer les idées. Donc, on fait tant qu'on peut. Ça, c'est tout le temps le truc. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir des petits... par rapport à cette patiente, ça va être un peu compliqué de voir. Il n'y a pas d'ataxie, je suis tout à fait d'accord. Vous avez bien vu. Mais bon, pour vous faire plaisir, pas vraiment plaisir, mais on a un peu déshabillé la patiente pour pouvoir mieux voir sa marche. Du coup, regardez. Alors, regardez bien son bassin.
il bascule. Ben ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une marche d'un myopathe. C'est une myopathie des ceintures. Donc, c'est une atteinte musculaire, en fait, de la ceinture pelvienne qui fait que le patient, il va faire la marche des canards. Il va balancer un peu son bassin à cause, en fait, de l'amyotrophie et l'atteinte musculaire au niveau du bassin. Et là, le patient, il vient vous dire, j'ai du mal à courir, j'ai du mal à monter les escaliers. Et en fait, c'est quelque chose qui s'aggrave avec le temps. Généralement, en fait, les myopathies, c'est les enfants, etc. À ce moment-là, vous allez avoir des pseudo-hypertrophies des mollets. Il faut regarder si c'est des petits garçons qu'on vous ramène. Il faut voir ces mollets. Alors, la maman, généralement, il vous dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon fils, en fait, tout le monde me dit qu'il a des mollets d'athlète. Et malgré ceci, il tombe, il n'arrive pas à courir. Il y a ses cousins qui sont un peu plus jeunes, mais qui continuent à être les premiers sans lui. Du coup, il va falloir justement jeter un coup d'œil sur la marche du passant. On va lui demander de faire la manœuvre du tabouret, en fait, de s'asseoir, de s'accroupir et de remonter. Et généralement, il aura des difficultés pour le faire. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Du coup, après la marche, je vais aller examiner, parce que moi, mon but, c'est d'aller détecter où est-ce qu'il est, le déficit moteur. Donc, je vais aller voir, en fait, la force musculaire, je vais l'examiner. Déjà, de vœux barrés. Je vais demander au patient de tendre les bras devant lui et on va voir. S'il le tient, c'est qu'il n'a pas de déficit moteur, mais il va falloir que j'applique la résistance. Je vais appliquer la résistance, je vais demander au patient de tendre les bras et je vais appliquer la résistance et voir est-ce qu'il résiste. Alors, s'il résiste, il a une bonne force musculaire. Il est coté à 5 sur 5. S'il résiste moins, c'est un 4 sur 5. Si, en fait, il fait la pesanteur, il fait ça, mais une fois que je mets une résistance, il tombe. Là, je suis sur le 3 sur 5. Ça, c'est la cotation du déficit moteur. Alors, le 2, c'est quelqu'un qui ne peut pas vaincre la pesanteur. Mais tout ce qu'il peut nous faire, il a la main sur le lit et il peut faire des déviations sur le lit, soit à droite, soit à gauche. Mais il ne peut pas lever contre pesanteur. À ce moment-là, on cote sur 2 sur 5. Alors, 1 sur 5, c'est un patient, vous voyez qu'il y a des petites contractions, mais finalement, ça n'aboutit pas à un mouvement. Donc, c'est 1 sur 5. 0, c'est rien. Il ne bouge pas. D'accord ? Alors, le 0, le 1 et le 2, c'est une paralysie. À partir du 3, 4, 5, on est devant une parésie. C'est-à-dire c'est un déficit moteur qui n'est pas global. Donc ça, juste pour être d'accord par rapport à ça. Bien sûr, il va falloir qu'on étudie le tonus. Le tonus, en fait, c'est une étude en fait, de la mobilité, mais qui est passive. C'est-à-dire, je vais essayer de fléchir, en fait, d'étendre le membre supérieur ou le membre inférieur, et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, soit on a une hypertonie, on a des difficultés, et cette en fait, hypertonie, elle cède en lame de canif, ou là, comme un élastique qu'on tire, et à ce moment-là, on est devant une hypertonie de type pyramidal. C'est le faisceau pyramidal qui est touché. Si vous avez une hypertonie, mais à ce moment-là, vous avez tac, 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 une roue dentée, ben vous avez un extra-pyramidal orientant vers le Parkinson. Ou vous avez une hypotonie, et généralement, l'hypotonie, vous allez la trouver dans les formes périphériques, dans les atteintes périphériques, les neuropathies périphériques, etc. Pourquoi je dis tout ça? Parce que devant tout déficit moteur, il va falloir raisonner central-périphérique, c'est tout. Nous sommes neurologues, nous sommes juste des électriciens. Fais-nous le fil qui a été rompu. C'est tout ce qu'on fait. Ce n'est pas extraordinaire. Et bien sûr, l'atrophicité musculaire, pourquoi? Parce que je dois voir les répercussions. Si un patient vient d'être paralysé, ben ses muscles ils vont être bien. On n'aura pas d'hypotrophie. Mais à la longue, c'est une hypotrophie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au niveau des urgences, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Je viens d'avoir le déficit moteur. Et là, quand vous examinez le patient, déjà, il est hypotrophié avec des rétractions tendineuses. Monsieur, c'est impossible que vous ayez votre déficit tout de suite. Ce n'est pas possible. En fait, on faisait ça justement pour avoir le passage au niveau des urgences qui est beaucoup plus rapide qu'au niveau de la consultation. Ça, il faut faire vraiment attention parce que c'est des petits éléments qui peuvent vous aider. De toute façon, je ne vous apprends rien, ça vous savez très très bien. Alors, la myotrophie, c'est un peu ça. Ça peut être au niveau des membres inférieurs, vous voyez, où on a pratiquement un jambier antérieur qui est parti, soit au niveau, en fait, des muscles du membre supérieur, et à ce moment-là, on a un deltoïde qui est parti aussi, soit on a ce qu'on appelle un décollement des omoplates. Et généralement, quand vous avez le décollement des omoplates, c'est en principe des myopathies, ces atteintes musculaires, en fait, des membres supérieurs. Donc, je vais faire attention, déjà, au terme, est-ce qu'il y a un déficit moteur ou pas? Est-ce que c'est juste une ataxie ou une marche parkinsonienne qui est exprimée par le patient comme une lourdeur?
Et à ce moment-là, il va falloir que je fasse la force musculaire, la globale, le fameux Barré et le Mangasini. C'est pas sérieux. On va dormir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. De toute façon, c'est pas grave. Donc en fait, et je vais aller chercher qu'est-ce qui se passe au niveau de mes muscles. Est-ce qu'il y a une amyotrophie associée ou pas? Généralement, dans les atteintes centrales, la myotrophie, elle est très tardive. Dans les atteintes périphériques, c'est-à-dire les neuropathies périphériques, la myotrophie, elle est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on va raisonner aussi. Bon, là, c'est une amyotrophie très importante du membre supérieur. Vous voyez, en fait, on a juste les tendons des extenseurs des doigts. Et je vais raisonner en fonction des réflexes ostéotendineux. Une règle très simple. Réflexe ostéotendineux vif, diffus, polycinétique, central. Aboli, c'est périphérique. Sauf, il y a toujours un sauf qui nous complique l'existence. En fait, quand il y a une atteinte très massive, par exemple une section médulaire, il se peut que vous ayez des réflexes ostéotendineux qui sont abolis, mais juste au début. Après, le patient, après une semaine, généralement, il va développer des réflexes vifs, diffus et polycinétiques. Ou s'il y a un AVC ischémique qui est très étendu, à ce moment-là, vous pouvez avoir des réflexes ostéotendineux abolis, mais vous avez quelque chose qui va vous sauver, c'est le signe de Babinski. Alors, c'est le réflexe cutanéo-plantaire. Quand on va stimuler la plante des pieds, du bord latéral jusqu'au, en fait, la base des orteils, vous allez avoir l'écartement et l'extension majestueuse du gros orteil qui vous dit il y a un syndrome pyramidal, faites attention. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, le membre inférieur au niveau de la plante des pieds, on va stimuler et généralement il y a un écartement exact. Le membre supérieur, on recherche le Hoffman. Je vais vous montrer comment. Je vais prendre mon doigt, la main doit être vraiment bien relâchée et je stimule. En fait, j'essaye de fléchir la dernière phalange. Généralement, quand je le fais, le patient il a une flexion des autres doigts. Et ça, c'est témoigne d'une atteinte pyramidale. D'accord? Donc, je vais voir mes réflexes pour raisonner un peu. Alors, je vais vous montrer et vous me dites est-ce que c'est normal ou pas? Donc, le tricipital, c'est au niveau du muscle triceps. Ce qui a été fait avant, c'était le bicipital. Là, c'est le stylo radial. Et après, on va faire le cubitopronateur. Ne vous cassez pas trop la tête avec le stylo radial et le cubitopronateur. Ils sont généralement difficiles à retrouver. Donc, on se fixe sur le bicipital et sur le tricipital. Oui? Alors, le patient, généralement, quand il est trop stressé, quand il n'est pas relâché, généralement, on n'arrive pas à les retrouver. Il faut juste mettre en confiance et changer de position. S'il est couché, vous lui demandez d'être assis, il doit être relâché, comme le patient. Et puis, des fois, on fait ça. En fait, c'est des petites manœuvres. Ça, c'est pour avoir l'achiléen. Et en général, on tape sur l'achiléen, il y a une petite flexion plantaire. Mais il faut justement mettre à l'aise le patient pour qu'il ne soit pas trop stressé. Quand il est trop tendu, généralement, comme vous avez parfaitement dit, on ne les trouve pas. Mais il faut refaire avant d'être sûr que c'est aboli. Mais quand c'est aboli, c'est tellement évident. Alors, je vous montre en fait le réflexe cutanéo-plantaire. Chez ce patient-là, si on simule, il est en flexion. Donc, il est normal. Parce qu'on veut protéger la plante du pied. Voilà, en flexion, donc normal. Et regardez, ce patient-là, il a des réflexes qui sont vifs, sont exagérés. Donc, ils sont diffusés, ça veut dire qu'on dépasse la zone réflexogène qui est la rotule, et quand même, on a encore des réflexes, en fait, une réponse. Et ça, c'est ce qu'on appelle la trépidation épileptoïde. On essaie de pousser le pied de manière brusque, et généralement, on a une petite trépidation du pied. Donc, tout ça rentre dans le cadre du syndrome pyramidal. Ça, c'est la trépidation de la rotule. Et vous voyez que la rotule, elle va continuer à danser un peu. Et ça, c'est le témoin d'une atteinte pyramidale et donc d'une atteinte centrale. Même chose pour l'autre membre contralatéral, vous voyez, le réflexe il est exagéré et il est diffus, c'est-à-dire on monte au-delà de la rotule et malgré ceci, on a toujours une réponse. Alors je vais essayer de passer rapidement pour vous montrer le fameux signe de Babinski. Voilà, vous avez l'écartement des orteils avec une extension majestueuse du gros orteil, c'est la signature du faisceau du syndrome pyramidal. Et là, silence radio, c'est une abolition des réflexes ostéotendineux et généralement c'est une atteinte périphérique chez le patient.
en principe, vous avez une petite amyotrophie. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir sur la vidéo. Une amyotrophie du jambier associée. Vous voyez, en fait, il y a même en fait, le coup de pied qui est très, très amyotrophié. Regardez. La cheville, elle est très amyotrophiée, puisque c'est une atteinte qui est périphérique, qui est distale. C'est bilatéral, effectivement. C'est probablement une paraparésie avec une atteinte périphérique. Donc, soit c'est une neuropathie périphérique qui a vraiment évolué, parce que généralement, dans les neuropathies périphériques, ça commence de la distalité et ça remonte avec l'évolution. Et en fait, l'exemple type, c'est la neuropathie diabétique. Au début, c'est des troubles sensitifs. Si on ne les traite pas, on ne traite pas son diabète, parce que c'est ça le vrai traitement, ça va continuer à monter. Et c'est ce qu'on appelle des neuropathies longueur dépendante. Ça veut dire quoi? Ça va commencer en distalité et ça va remonter jusqu'à ce que ça atteigne aussi les membres supérieurs avec des paresthésies, des douleurs qui sont fulgurantes des fois, c'est des picotements, c'est des brûlures, c'est des décharges électriques. Il faut comprendre le patient. Et à ce moment-là, il va falloir mettre un traitement pour ça, notamment soit des antiépileptiques ou des antalgiques à type d'antidépresseurs. L'antidépresseur, en fait, on va le mettre pour les douleurs qui sont continues et les antiépileptiques pour les douleurs qui sont fluctuantes. Si le patient vous dit « des fois je me sens bien, des fois je ne me sens pas bien », je vais mettre un antiépileptique, je vais mettre du Lyrica, par exemple, et ça dépend bien sûr de l'âge du patient, soit 50 mg, soit 75 mg par jour le soir, tout en avertissant le patient qu'il y a un grand risque de vertige, donc il doit faire attention. Soit si c'est des douleurs qui sont trop, qui durent pendant longtemps, à ce moment-là, on va mettre un antidépresseur. Et l'antidépresseur de choix pour les douleurs neuropathiques, c'est le Laroxyl, exactement. C'est vous qui nous avez appris ça. Franchement, moi, je le donne aussi pour le sujet âgé, mais des petites doses. C'est-à-dire, je demande souvent aux patients, l'accompagnant, de le surveiller de tout près, parce qu'il y a aussi le risque de vertige, et bien sûr, tout en prenant en considération s'il y a jamais un glaucome, etc., il y a une contre-indication par rapport à ça. Vous voulez poser des questions? S'il vous plaît, est-ce que l'absence de signe de Babinski peut éliminer un syndrome pyramidal? Je m'y attends. Alors, c'est une excellente question par rapport au signe de Babinski. Alors, le fait qu'on ne l'ait pas, ça ne veut pas dire qu'on va éliminer l'atteinte pyramidale, mais ça dépend de la réponse. Si vous avez, en fait, un réflexe cutanéo-plantaire en flexion, le syndrome pyramidal, je le laisse un peu lointain. S'il est indifférent, ça veut dire quoi? Je stimule, aucune réponse. À ce moment-là, je peux toujours être en syndrome pyramidal. Mais généralement, dans les syndromes pyramidaux, soit vous avez le signe de Babinski, soit il est indifférent. C'est extrêmement rare qu'on ait un réflexe cutanéo-plantaire en flexion et qu'on ait un syndrome pyramidal. D'accord? Merci à vous. Donc, voilà. Alors, très bien. Alors, je vais raisonner la distribution de mon déficit moteur. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que généralement, quand c'est un déficit hémicorporel, généralement, c'est une atteinte centrale. Et cette atteinte centrale va être où? C'est soit au niveau du cortex cérébral, soit au niveau de la capsule interne, soit au niveau du tronc cérébral, soit au niveau de la moelle, mais la moelle, il faut que ce soit l'hémimoelle, la moitié de la moelle qui est touchée pour que ça nous donne une atteinte hémicorporelle. Donc, si vous examinez votre patient, il a un hémicorps, je suis très probablement devant une atteinte centrale. Et à ce moment-là, je vais être obligée de demander quoi comme exploration? Une imagerie, scanner ou IRM, mais idéalement, c'est l'IRM cérébral. Excellent. Maintenant, vous avez une atteinte des deux membres inférieurs. On est obligé d'aller chercher mes réflexes, d'aller chercher mon signe de Babinski pour que je sois un peu tranchée. Si vous avez une abolition des réflexes ostéotendineux, vous avez une amyotrophie très importante, vous avez une histoire de diabète, est-ce que vous allez demander une imagerie? Qu'est-ce que vous allez demander? Électroneuromyogramme. Et la clinique. En fait, vous avez tout à fait raison, c'est trop pertinent ce que vous êtes en train de dire, parce qu'effectivement, actuellement, on ne fait plus de NMG pour les diabétiques. Si on a un tableau clinique qui est très pertinent, on ne met plus... Vous avez tout à fait raison, et c'est une recommandation qui est récente. C'est-à-dire, au début, on s'amusait à faire des EMG à tout le monde. Bonjour monsieur, on fait le NMG. Le NMG, ce n'est pas un acte qui est très simple. C'est des décharges électriques que des fois des personnes ne tolèrent pas. Surtout s'ils ont un pacemaker, etc., ça va compliquer encore plus l'existence. Donc, comme vous a dit le docteur, en fait, si vous avez un tableau clinique qui est trop évident, en fait, un diabète qui n'est pas bien équilibré, vous avez les douleurs neuropathiques. Exactement. Alors, je voulais juste vous inviter à utiliser le DN4. Le DN4, c'est un petit test très, très simple.
que vous pouvez faire tous. En fait, et je crois que quelqu'un, enfin, certaines personnes d'entre vous déjà l'utilisent. Alors le DN4, il va nous renseigner est-ce que notre patient, il a des douleurs neuropathiques ou pas. C'est quoi? En fait, on lui demande est-ce qu'il y a des picotements, est-ce qu'il y a des décharges électriques, est-ce qu'il y a des fourmillements. Et à chaque fois, il dit oui, c'est un point. Quand le DN4 il est supérieur à 4 sur 10, ben, je suis sûre que mon malade il a un DN4, il a des douleurs neuropathiques et je vais mettre mon traitement. Soit ça va être, comme on a discuté tout à l'heure, un traitement anti-épileptique si la douleur elle est fluctuante. Ça veut dire que des fois je me sens bien, des fois je ne me sens pas bien. Sinon, je vais opter pour les antidépresseurs. Avant, on utilisait l'anafranil, mais maintenant, avec l'amitriptyline qui est le Laroxyl, on utilise beaucoup plus le Laroxyl. Et alors, le Cymbalta, on l'utilise beaucoup plus pour tout ce qui est douleur neuropathique de type diabétique. C'est là où il a donné son effet exact. Parce qu'il se peut que votre patient, par exemple, fasse des douleurs neuropathiques dans le cadre d'une neuropathie périphérique, d'une autre étiologie, à part le diabète. Pour le diabète, oui, le Cymbalta, effectivement, il faut faire attention parce que lui aussi donne des vertiges. Mais... alors, c'est 60 mg par jour. Voilà, normalement, c'est 60 mg par jour. Mais justement, tout en veillant, comme vous avez dit, de surveiller, d'aviser déjà le patient. Et en principe, ça se passe très, très bien. Donc, dites-moi. Oh, oups. Alors, je vais y aller rapidement. Je crois qu'on s'est beaucoup... Vous me rajoutez 5 minutes, parce qu'il y a eu beaucoup de... Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a, notre patiente? Alors, périphérique ou central? Je vais vous compliquer. Vous êtes sûr? Alors, comment vous allez faire la différence entre les deux, en central et périphérique? Ça, c'est la centrale ou la périphérique? Exact. Donc, c'est les deux branches. Donc, il faut qu'on demande... Qu'est-ce que vous allez demander au patient? Excellent, parfait. Je vais lui demander de fermer les yeux. S'il arrive, c'est bon. C'est une paralysie faciale centrale. S'il n'arrive pas, je suis devant une paralysie faciale périphérique. Alors, elle est de quel côté, votre paralysie? C'est droit. Parce qu'en fait, la bouche, elle va s'échapper vers le normal. Du coup, c'est à gauche. Donc, je vais demander à ma patiente de lever les sourcils. Vous voyez, elle lève d'un côté et pas de l'autre côté. Donc, déjà, la branche supérieure est atteinte. Donc, on est en train... Et je vais demander de fermer... en fait, les yeux, et là, vous avez le fameux signe de Charles Bell, donc c'est une atteinte paralysie faciale périphérique. Alors, rapidement, je vais juste vous... en fait, on s'oriente, comme on a dit tout à l'heure. Alors, si c'est un syndrome... En fait, déjà, il faut falloir savoir une hémiparésie ou une paraplégie. Hémiparésie, c'est très probablement central. Quand vous avez les deux membres inférieurs, c'est probablement périphérique. Et surtout si les réflexes osseo-tendineux sont abolis. Donc ça, on en a discuté. Une petite, en fait, j'ai devant moi deux diapositives et si on a le temps, un petit cas clinique. Donc là, en fait, c'est notre fameux faisceau pyramidal. Donc ça, on va dire, si notre hémiplégie elle est contralatérale, donc on est en sus bulbaire. Ça, c'est le bulbe qui est en fait juste après le petit trait vert. Donc, si j'ai une atteinte qui est sus bulbaire au-dessus du bulbe rachidien, je vais avoir un déficit moteur qui est contralatéral. Donc, qui peut être soit au niveau du cortex, soit au niveau de la capsule. Alors, je vais essayer de voir si j'ai la main pour faire. Non, je n'ai pas la main. Donc, soit au niveau de la capsule, c'est entre les noyaux, soit c'est au niveau, en fait, du tronc cérébral, et à ce moment-là, ça s'arrête au niveau du bulbe. Une fois qu'on dépasse le bulbe, la lésion est là, l'hémiplégie, elle devient homolatérale. D'accord? Et bien sûr, si vous avez une atteinte du tronc cérébral, ça va être accompagné d'une atteinte des nerfs crâniens, puisque vous avez tous les noyaux des nerfs crâniens au niveau du tronc cérébral. Donc, j'ai un déficit moteur avec une atteinte des nerfs crâniens, je suis peut-être dans un tronc cérébral. Si j'ai une paralysie faciale centrale avec une hémiparésie, je suis soit en cortical, soit au niveau de la capsule, soit au niveau, en fait, voilà, soit au niveau de la capsule interne. Donc, je pars rapidement sur ça. Alors, comment je vais faire la différence entre cortex, entre capsule, entre tronc cérébral et entre moelle? Donc, le cortex, le patient, c'est le cortex qui est atteint. Donc, ce matin, on a parlé de crise convulsive quand il y a une irritation du cortex. Donc, mon patient, il peut faire une crise convulsive. Il peut avoir les autres signes d'une atteinte corticale, comme une aphasie, comme une agnosie. Il ne reconnaît pas ce qu'il est en train de toucher, comme une agnosie visuelle, il ne reconnaît pas ce qu'il voit. Et vous allez avoir un déficit sensitif si l'atteinte, elle déborde sur la pariétale ascendante, c'est-à-dire là où en fait est né le faisceau sensitif. La capsule interne,
Si vous avez remarqué tout à l'heure, en fait, tout le faisceau pyramidal part par la capsule interne. Donc, quand je vais avoir un déficit au niveau de la capsule, une atteinte de la capsule, c'est une hémiplégie qui est proportionnelle, qui va atteindre le membre supérieur et le membre inférieur. Généralement, elle n'est pas accompagnée de signes, sauf s'il y a une atteinte du thalamus associée. Transcérébral, rappelez-vous, vous avez une atteinte d'un nerf crânien, ou plusieurs, et une hémiparésie, une hémiplégie de l'autre côté. Et la moelle cervicale, c'est très très rare. Vous allez avoir un déficit moteur et vous allez avoir en fait un respect de la face. Bon, je passe sur tout ça parce qu'on n'a pas le choix. Alors, je veux juste que vous mémorisez. J'ai devant moi une diapo. Alors, ça, c'est le monculus de Penfield. C'est comment va se projeter en fait les airs au niveau de l'aire motrice, en fait le visage, le bras, etc. Donc, pour que j'ai une paraplégie en même temps d'origine centrale cérébrale, il faut que j'ai quelque chose qui se projette au niveau des deux lobes frontaux. Donc, c'est au niveau de la faux du cerveau. Généralement, c'est les méningiomes qui vont se manifester. Alors, si ce n'est pas central, cérébral, c'est la moelle épinière, donc soit la dorsale, soit la lombo-sacrée. Donc, quand on sectionne ici, ça va être mes membres inférieurs qui vont être touchés. Si je sectionne au niveau cervical, ça va être les 4 membres qui vont être touchés. D'accord? Et les membres supérieurs, c'est l'atteinte cervicale. Donc, quand on a une atteinte cervicale, vous allez avoir le déficit des 4 membres. 4 membres. Les deux, c'est difficile de les avoir par une atteinte centrale. C'est extrêmement rare qu'on ait une protrusion discale bilatérale qui va toucher uniquement les membres supérieurs. C'est extrêmement rare. Généralement, quand on a une diplégie, ce qu'on appelle une diplégie brachiale, c'est généralement les atteintes périphériques. C'est là où vous allez avoir ça. Mais le reste... Donc là, en fait, la tétraplégie, c'est quand il y a une atteinte centrale. Je vais couper. La dorsale, c'est une paraplégie. Et en fait, la lombo-sacrée va vous donner aussi une paraplégie. Donc rapidement, périphérique, elle est toujours flasque, donc hypotonique. Quand vous avez une atteinte centrale cérébrale, on a dit que c'est le méningiome du faux de cerveau, mais c'est extrêmement rare. La médulaire, il va falloir chercher le niveau sensitif qui oriente vers quelle atteinte. Si on a une hypoesthésie, en fait, par exemple, au niveau, je dis n'importe quoi, ombilical, ben, je vais aller faire une IRM dorso-lombo-sacrée pour voir où est-ce qu'elle est ma lésion. Si, en fait, la lésion elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus en cervicale, ben, je vais demander une IRM cervicale puisque j'ai un déficit des 4 membres. Et si vous avez une atteinte flasque avec une amyotrophie, on serait beaucoup plus orienté vers une atteinte périphérique, notamment, en fait, une neuropathie périphérique, une polyradiculonéphrie. Pardon ? Tout à fait. Il se peut, non, mais par exemple, dans une polyradiculonévrite aiguë, vous avez un tableau aigu d'une paraplégie qui est ascendante, qui va toucher les membres inférieurs, qui va toucher aussi les membres supérieurs, et ça, c'est la grande urgence, parce qu'il y a le risque d'atteinte respiratoire et de la déglutition, et le patient risque de passer. Donc, on peut avoir des atteintes périphériques aiguës. C'est en fait l'exemple type du syndrome de Guillain-Barré. Je crois qu'on est en train de me dire d'arrêter. Malheureusement, j'avais d'autres cas cliniques, mais bon, on va se rattraper une autre fois. Oui. Non, je ne vais pas le faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Asfara. Au nom du bureau de MG Maroc, on vous remet un trophée personnalisé pour vous remercier de votre gentillesse, de votre disponibilité. Merci beaucoup. Quelqu'un peut vous prendre une photo? كيعرف يصور مزيان هذا صاحبي. هو يزيد دابا فيه ملي قلت له كيعرف يصور مزيان. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, mes amis, pour votre patience. Et on passe à la pause café et nous revenons ici pour un exposé du docteur Lamiri sur les réseaux sociaux et la télémédecine. Merci beaucoup.